Bienvenue dans Maillon Business, le podcast qui met en lumière les entrepreneurs de la Loire. Moi, c'est Cindy, assistante administrative indépendante sur Montbrison. J'ai créé Maillon Pro, une entreprise qui aide les professionnels de santé dans leurs tâches administratives. Avec ce podcast, je donne la parole à celles et ceux qui ont osé se mettre à leur compte et qui font vivre notre territoire. Que tu sois dans les bouchons sur la 72 ou bien au chaud avec ta tranche de fourme, monte le son. C'est parti pour une belle rencontre. Bonjour Virginie, bienvenue dans Maillon Business. Bonjour Cindy, je suis ravie d'être là, je te remercie pour ton accueil. Avec plaisir. Donc tu es coach, tu accompagnes les personnes pour révéler leur potentiel professionnel et personnel, avec une approche à la fois pragmatique, avec des bilans de compétences notamment, et spirituelle, avec des soins énergétiques. Tu vas tout nous expliquer dans ce podcast, mais avant, est-ce que tu veux bien te présenter pour nos auditeurs ? Avec plaisir. Donc Virginie, entreprise Versus Essence, maman et entrepreneur engagée depuis 2023. On va dire que j'ai une expertise de 10 ans dans l'accompagnement des personnes, notamment personnes en situation de handicap, et aujourd'hui particulièrement avec un focus sur les profils TSA, donc personnes avec des troubles du spectre de l'autisme, et leur famille. Je dirais que cette volonté est née suite au diagnostic tardif concernant mon petit frère, diagnostic donc qu'il a eu en 2022, alors qu'il était âgé de 30 ans, il en a aujourd'hui 36. Et puis l'émergence de plus en plus de jeunes diagnostiqués qui avaient erré de dispositif en dispositif qui ne leur convenaient pas. Quand des portes se ferment, j'essaye de trouver comment les rouvrir. Mon parcours, c'est un mélange de cœur, d'intuition et de reconstruction personnelle, comme celle que j'ai vécue, par exemple, après mon burn-out en 2021. Donc tu parles de burn-out, on va en discuter un petit peu parce que depuis le Covid, le mal-être lié au travail a fortement augmenté. On parle de plus en plus du burn-out, du syndrome d'épuisement professionnel. Quels sont selon toi les signes avant-coureurs et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éviter ? Je dirais qu'aujourd'hui, d'après les derniers chiffres, 47% des salariés se trouvent en détresse psychologique. 47%. C'est énorme, Énorme. effectivement. Le burn-out, c'est la pathologie la plus connue. Après, il y a d'autres choses qui existent, d'autres déclinaisons. Donc, je voulais juste faire ce petit focus avant d'aller axer sur le burn-out qu'on connaît le plus. Mais le bore-out, qui est la sous-charge de travail, donc, je ne sais pas si ça te parle et si tu connaissais. C'est quand on s'ennuie au travail, c'est ça ? Exactement, Ah oui. c'est quand on s'ennuie au travail. Ça peut provoquer effectivement le bore-out et le burn-out. C'est quand on te donne des tâches à faire qui ne sont pas du tout alignées à tes valeurs. Malheureusement, ça peut arriver parfois dans le travail. Le burn-out, c'est un épuisement professionnel du fait bien souvent d'une charge de travail conséquente. C'est un syndrome qui va déclencher un stress chronique, qui va renforcer la vulnérabilité de la personne qui en est victime. On va dire que l'employé ne trouve plus de juste milieu entre les efforts qu'il fournit et le peu de reconnaissance obtenue, mais qui fait aussi face à un faible soutien social. Ça vient fortement impacter l'estime de soi. Le burn-out, c'est un sujet dont j'aime bien parler parce que je l'ai vécu en 2021. Pour ma part, il s'agissait d'un burn-out professionnel, mais aussi personnel, donc un cumul des deux. Comme ça, j'ai bien fait les choses, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui m'a alertée ? J'ai envie de dire cette forme d'épuisement intense, une fatigue constante, permanente, qui ne passe pas, même avec du repos. Je me levais le matin, j'étais complètement épuisée avant d'attaquer ma journée. Donc je me disais, bon, c'est pas normal. Il faut écouter les alertes parce que le burn-out, évidemment, ça ne vient pas du jour au lendemain. On a des alertes avant ça. Encore faut-il les écouter. Et quand on ne sait pas et qu'on n'est pas informé, on ne le fait pas forcément. On est tous un peu pareils. On ne s'écoute pas. On continue, on persiste. Donc l'épuisement, tout ce qui est détachement et perte d'envie, on se sent moins enthousiaste à faire les choses. L'impression de faire les choses en mode robot ou pilote automatique. Le sentiment d'inefficacité.
aussi, hein. On doute, beaucoup de soi, on a l'impression de jamais faire assez et puis on perd aussi un petit peu en confiance, j'ai envie de dire. Attention, le burn-out, hein, il peut être aussi, parental, émotionnel, entrepreneurial. Le burn-out, en fait, revêt, différentes formes et vient impacter dans différents domaines. On parle beaucoup du burn-out professionnel, mais voilà, il faut savoir qu'il peut exister dans d'autres domaines de la vie. Donc l'idée, c'est de s'écouter, d'écouter les alertes dont je viens de parler pour, pouvoir, prévenir le mieux possible le burn-out puisque de toute façon, si on n'écoute pas les signaux, à un moment donné, c'est le corps qui va prendre le relais. Du jour au lendemain, on ne pourra plus forcément se lever pour aller travailler. Le corps, il va mettre un stop et c'est là où on se dit: «Bon, bah, si j'avais su, j'aurais écouté les alertes, blablabla». On l'a pas fait, mais voilà. Le burn-out, ben, c'est après le corps qui se met à l'arrêt. J'avais entendu cette notion de petite cuillère. On se lève, par exemple, avec Ouais, 20 petites cuillères, voilà, c'est un peu notre énergie c'est ça. et quand on est en plein burn-out, on se lève, on a déjà plus qu'1 ou 2 petites cuillères au lieu d'une Exactement. vingtaine pour faire la journée et en fait, on n'a plus la force C'est d'avancer. c'est exactement ça. Si on parle de ce phénomène, des petites cuillères, effectivement, dès lors qu'on fait un effort, on enlève, le nombre de petites cuillères que nous a coûté l'effort et sur les personnes qui sont dans cette phase post burn-out, effectivement, tu as raison Cindy, souvent, dès le matin, on peut enlever, la moitié des petites cuillères, quoi. Donc imaginons qu'on a fait un burn-out ou qu'on n'en est pas loin, on se rend compte qu'on veut changer de boulot, on nous propose souvent un bilan de compétences classique. Toi, tu proposes plutôt des bilans de vie à 360°. C'est quoi la différence? Excellente question, puisque je peux parler du sujet parce que, j'ai déjà fait un bilan en 2015 à visée, professionnelle, uniquement, donc qui était très bien, hein, j'ai eu une excellente, consultante. À l'époque, elle m'avait amenée sur le projet de conseillère en insertion professionnelle. Suite à un burn-out, je dirais que, je pense qu'on a besoin d'aller se recentrer sur soi. Moi, j'ai été d'abord, cliente de Méthode Cohérence. Pourquoi? Ben, parce que c'était, à l'époque, le seul bilan qui était axé à la fois sur le volet personnel, à la fois sur le volet, professionnel, qui était axé développement personnel. D'accord, donc méthode cohérence, ça va être une sorte de bilan de compétences, mais qui va reprendre à la fois le professionnel et le personnel? Exactement. On va venir d'abord justement travailler sur soi à travers, tout un tas d'outils, notamment le profil Nova qui est un outil, psychométrique qui permet justement d'apprendre à se connaître, de comprendre comment on fonctionne, connaître ses valeurs profondes et ses préférences comportementales notamment. Donc ça, c'est ce qui fait l'objet du premier rendez-vous du bilan parce que je crois qu'il est important de poser les bases, dans un premier temps. Comprendre à se connaître et d'amener à des premières prises de conscience pour pouvoir ensuite, travailler le projet, professionnel si tant est que la demande est, sur de la reconversion professionnelle. Il m'est arrivé d'accompagner des personnes qui avaient juste besoin d'apprendre à, se connaître et savoir comment ils fonctionnaient pour retrouver un alignement, complet de leur vie, un alignement global, autant sur le personnel que le professionnel. Donc le bilan finalement, il va servir sur les 2 volets, et le personnel et le professionnel, si la demande est là. Quand on est dans cette période de transition, on a parfois besoin aussi d'un soutien émotionnel. J'ai vu que tu utilisais des huiles essentielles pour cela? Exactement. Alors les huiles essentielles, c'est pas forcément la solution, magique, mais en tout cas, elles vont venir apporter un soutien, qui est subtil. Elles peuvent aider à apaiser, réguler, revenir dans un état plus stable. On sait qu'une période de transition, ça vient travailler et attaquer tout plein de choses. Il y a un chamboulement qui se fait à l'interne, donc effectivement, toujours dans une approche, holistique parce que, ça c'est ce que j'ai envie de faire, c'est d'accompagner les personnes, vraiment en globalité et sur tous les domaines. Les huiles essentielles, elles vont venir trouver, naturellement leur place, en complément évidemment d'autres outils de régulation, hein. Il n'y a pas que forcément que les huiles. Moi, ça m'a permis, si tu veux, suite à un bilan de compétences qui dure, 3 mois, de pas laisser la personne, au milieu du chemin
et de pouvoir proposer une solution d'accompagnement après le bilan si on sent qu'il y a encore besoin d'un soutien, notamment sur le champ émotionnel, beaucoup. Tu as employé le terme holistique. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Alors le terme holistique, faut pas prendre peur. Souvent au mot holistique, les gens prennent peur, elle est perchée et cetera. Pas du tout. Holistique, ça veut simplement dire qu'on vient prendre la situation de la personne à un instant T, dans sa globalité. Parce que je pense qu'on ne peut pas dissocier, par exemple, le pro du perso. J'en reviens au bilan. Si on travaille le projet professionnel de la personne sans tenir compte de son personnel, que ce soit la connaissance de soi ou même plus globalement sa vie sur le domaine personnel, ça va être compliqué. Il est important de tenir compte de la situation de la personne à un instant T dans sa globalité. Donc c'est pourquoi j'ai fait le choix de me former aux soins énergétiques qu'on appelle holistiques, comme le Reiki et le Theta Healing. Qu'est-ce que c'est le Reiki? Alors, le Reiki, c'est une technique énergétique holistique, hein, on va bien réemployer le mot, qui a été fondée au Japon en 1922 par le docteur Mikao Usui. Son but, c'est vraiment d'aller rééquilibrer les énergies dans le corps de la personne. Je ne sais pas si tu connais le magnétisme. Oui. Voilà, on est un peu sous cette forme-là, à la différence que dans le Reiki, on va être canal de l'énergie de la personne. Donc en fait, globalement, on travaille avec l'énergie de la personne qui vient nous consulter. Le Reiki peut s'adresser à tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir une croyance spécifique, que ce soit en l'univers, que ce soit une religion spécifique. Non, le Reiki peut s'adresser à tout le monde et vise à accompagner au mieux-être global. On peut venir consulter pour des douleurs chroniques, par exemple, parce qu'on se sent pas très bien, un petit peu en mal-être, mais qu'on sait pas trop pourquoi. Ça peut être parce qu'on a des angoisses, ça peut être parce qu'on est stressé, ça peut être pour des problématiques de sommeil. Et le Reiki va pouvoir permettre de retrouver du bien-être dans sa vie quotidienne. Donc l'idée un petit peu d'une séance de Reiki, c'est d'avoir quand même bien sûr un échange avec la personne qui vient consulter pour savoir pourquoi elle vient consulter. Généralement, les gens ne viennent pas sans raison. Donc l'idée, c'est d'aller creuser. Il faut savoir que le Reiki, on est sur une apposition des mains. Alors pas forcément sur le toucher de la personne, hein, parce que le Reiki, ça marche même à 20 centimètres du corps. On reste habillé, donc l'énergie passe à travers les vêtements, il n'y a aucun souci. Et le temps moyen d'une séance, ça va être 45 minutes à 1h30, sachant que on peut venir axer sur certaines zones. On va venir travailler selon la problématique de la personne, bien évidemment. Oui, c'est une forme de magnétisme finalement, mais est-ce qu'on a tous ce magnétisme en nous? Alors effectivement, la formatrice a bien indiqué que tout le monde pouvait se former au Reiki. Il n'empêche que les formations sont nécessaires pour pouvoir aller justement travailler plus profondément à l'ouverture de ce qu'on appelle le troisième œil et à l'intuition et au ressenti aussi. Donc parfois, pendant une séance de Reiki, on va aller ressentir une zone sur le corps, par exemple, qui chauffe plus. La personne nous aura pas forcément dit j'ai mal au genou, par exemple. Mais on peut, pendant la séance, le ressentir et puis du coup en parler, alors pas pendant la séance parce que l'idée c'est que la personne, pendant ce moment-là, elle puisse se détendre, s'apaiser et être dans un état presque, pas méditatif, mais presque en fait, hein. La personne, elle est consciente bien sûr, mais c'est la plonger dans un état de bien-être. Donc évidemment qu'on ne parle pas pendant une séance de Reiki. Mais derrière, effectivement, on peut dire voilà ce que moi j'ai perçu et voir si c'est OK effectivement pour la personne. Alors on va rester dans ce côté soins énergétiques spirituels. Tu proposes aussi du Theta Healing. Tout à fait. Theta Healing, alors Theta qui veut dire l'onde Theta et Healing qui veut dire guérison.
Donc guérison en mettant la personne en onde θ. Donc c'est une technique de guérison profonde et c'est pour ça que je me suis formée à cette technique parce que ça venait regrouper, on va dire, 3 choses qui me plaisaient beaucoup. Le coaching, puisque, j'en fais. Donc voilà, c'était une notion qui me parlait beaucoup. La méditation et puis le soin, énergétique. C'est une technique qui a été développée par une Américaine qui s'appelle Vaiana Stable en 1995, qui a pu pratiquer, sa propre technique en auto-soin et qui a pu se guérir d'un cancer dont elle était atteinte. Le thérapeute vient donc se connecter à l'énergie en ondes θ en co-création avec l'univers afin de venir libérer tout ce qui est de l'ordre des blessures émotionnelles, des croyances limitantes profondes. Ça peut être des peurs, ça peut être des blocages, ça peut être des traumas. On vient travailler tout ça sur le client sur plusieurs niveaux. On va être sur cette vie à l'instant T, la problématique à l'instant T, mais ça peut être aussi sur les vies antérieures, l'âme et le transgénérationnel. Chaque séance va être individuelle et individualisée selon ce que la personne en face est venue chercher. On va partir de la problématique et de ce que la personne souhaite guérir, améliorer, changer dans sa vie. Ce qui veut dire que la personne reste bien évidemment acteur ou actrice de son propre épanouissement. C'est souvent, j'ai envie de dire, ce qui peut aussi faire la passerelle après le bilan, parce que dans le bilan de compétences, le bilan de vie, on vient travailler les croyances limitantes. Elles peuvent résister. Donc voilà, ça peut être une proposition à faire après le bilan si la personne sent qu'elle a encore quelques blocages et qu'elle a encore besoin de venir travailler là-dessus. L'idée, c'est d'aller justement repérer et tester ces croyances limitantes par le biais du test musculaire. Ça peut parler aussi pour les gens qui font de la kinésio, par exemple, où on fait du test musculaire. On se rend compte par le biais du corps qu'on a des croyances limitantes qui sont ancrées. L'idée, c'est d'aller guider la personne dans cet état méditatif, de se connecter à l'univers et d'aller dispenser le soin qui permet de modifier en profondeur les croyances limitantes, les freins qui empêchent de vivre de manière alignée. Pour faire simple, c'est d'aller enlever les croyances limitantes qui nous freinent et d'aller mettre en lieu et place des croyances positives. Parce que pour le cerveau, on ne peut pas lui enlever quelque chose sans remettre quelque chose derrière. Ce n'est pas possible. Donc l'idée, c'est vraiment ça. On vient implanter en fait des petites graines de positif dans le cerveau. C'est exactement ça. Et chouette. c'est pareil, c'est carrément chouette. Et c'est quelque chose qui s'adresse à tout le monde. Moi, je suis pour pouvoir accompagner au mieux-être, sans jugement, avec une grande ouverture d'esprit. Donc, j'avais envie que ce que je dispense puisse s'adresser, entre guillemets, à tout le monde. Moi, j'aime bien dire, venez comme vous êtes, dès lors que effectivement, on sent qu'on a des croyances limitantes, des peurs, etc. Tu nous parlais de ton frère tout à l'heure, hein, donc l'autisme, c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Tu te formes pour coacher les personnes qui présentent des troubles autistiques, mais aussi pour accompagner leur famille. Comment tu imagines cet accompagnement? Alors effectivement, j'ai une expérience significative sur l'accompagnement des personnes TSA. J'ai accompagné beaucoup de personnes en situation de handicap et les personnes TSA en faisaient partie, évidemment. Et puis après, j'ai souhaité effectivement faire ce focus-là sur l'autisme parce que je me suis dit, on peut pas être bon partout. Et puis j'ai vu aussi que en posture de famille et d'aidant, du coup, il existait pas grand-chose. Donc aujourd'hui, j'ai fait le choix d'aller encore plus loin et d'aller chercher vraiment des outils concrets pour pouvoir accompagner donc les personnes TSA et les familles. Je suis en train de faire une formation de coach spécialisé TSA qui s'adressera aux personnes TSA et aux familles proches aidants. Ce projet-là, en tout cas, est né d'un constat, notamment les psys qui sont saturés. Alors, je m'improvise pas psy. Il y a des dispositifs aujourd'hui qui existent, mais moi, je peux venir en complément
parce que, on a pu constater aussi qu'il y avait certains délais de prise en charge qui étaient plutôt longs et un manque de spécialistes, formés au TSA adultes. Moi, j'aimerais vraiment, proposer un accompagnement d'un point A jusqu'à un point Z, presque. Ce qui m'ennuyait, en tout cas, c'était de voir beaucoup de personnes qui se sentaient seules, qui restaient seules avec leur propre stratégie d'adaptation et avec parfois une surcharge permanente. L'idée, c'est de pouvoir leur offrir un espace qui soit bienveillant et sécuritaire, parce que c'est hyper important pour eux d'être en confiance, et de pouvoir les accompagner à travers des outils comme par exemple la TCC, qui est la thérapie cognitive et comportementale, qui permet d'aider à mieux comprendre ses pensées, ses émotions et ses comportements, et de pouvoir les ajuster progressivement, bien sûr, lorsqu'ils deviennent source de souffrance et de blocage. Dans le cas des personnes TSA, la TCC est utilisée de manière concrète et structurée et elle ne va pas forcément chercher à changer la personne, mais plutôt à venir aider à donner des repères dans un monde parfois confus et imprévisible. On sait que les personnes TSA ont besoin de choses qui soient précises et prévisibles justement. Aller bosser aussi sur l'anxiété, parce que ça c'est quelque chose qui revient beaucoup chez les personnes TSA. Mieux comprendre ce qui est de l'ordre des interactions sociales, donc que ce soit les codes, les situations et les intentions d'autrui aussi. Développer des stratégies adaptées au quotidien, donc tout ce qui est gestion des émotions, tout ce qui est routine, tout ce qui est flexibilité aussi, et sécuriser les environnements pour réduire la charge mentale sensorielle. C'est chouette de pouvoir accompagner aussi les familles, hein. C'est vrai que les familles peuvent se sentir seules parfois. Complètement, ça je l'ai constaté aussi dans mes accompagnements précédents, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure en tant qu'aidante aussi, souvent, les personnes, on leur fournit le diagnostic et puis, derrière, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on en fait de ce diagnostic tout simplement? Puis, aller, trouver un lieu où on peut échanger sur les difficultés qu'on rencontre. L'échange, permet, déjà une écoute dans un lieu qui soit, bienveillant, sécuritaire, où on n'est pas dans le jugement. On écoute les difficultés de la personne. Moi, ce que je trouve important, c'est de garder cette notion de positivité, ce qui permet d'aller chercher le potentiel de la personne et de la faire évoluer. On est là pour écouter, on est là pour échanger, mais pas pour pleurer sur le sort. L'idée, c'est d'aller axer aussi sur les besoins et sur les points forts de la personne. Et en ce qui concerne les aidants, les accompagner, les soutenir, les soulager aussi, parce que ce n'est pas simple au quotidien. Tu as un super projet, ce serait la création d'un café ressources TSA. Qu'est-ce que c'est? Alors, ce projet de café ressources TSA, il existe depuis bien longtemps dans ma tête et vient encore une fois de mon histoire personnelle. Donc par rapport à mon frère que j'ai beaucoup accompagné, mais j'ai pu, voir ce que ça pouvait impliquer au quotidien, pour lui, notamment, les efforts d'adaptation en permanence, ce qui génère une fatigue, intense, les incompréhensions, mais aussi étant donné que j'aime révéler les potentiels et les points forts, les atouts qu'il a en lui et qu'il n'a jamais pu valoriser. Je me suis beaucoup reconnue dans le parcours des familles et des aidants qui font de leur mieux, mais comme on l'a vu précédemment, qui se retrouvent souvent seuls, incompris, un peu démunis, sans vrai lieu pour souffler et poser les choses et ainsi être écoutés et entendus. Donc je me suis dit effectivement aujourd'hui, il manque quelque chose de tout simple, pas seulement, au niveau de l'accompagnement thérapeutique, il manque tout simplement des espaces de vie, des lieux ressources qui soient humains et accessibles, où les personnes TSA et leurs proches pourraient respirer et ne plus porter, seules. Donc le café ressources, TSA, il est vraiment né de cette idée-là, un lieu qui soit doux, qui soit vivant, qui soit sans jugement pour les personnes TSA et leurs familles. Un lieu où on vient chercher de la ressource, mais où on peut, venir prendre son café et repartir, sans que ce soit, formel. C'était vraiment l'idée d'un lieu totalement informel. Donc aujourd'hui, je suis vraiment en phase, d'exploration
sur ce projet-là. Donc j'avance, je construis petit à petit ce projet pour le rendre réaliste et surtout profondément utile. Tu l'imagines naître quand ce projet? Alors je pense que c'est un projet qui sera sur du plus ou moins long terme, hein, puisqu'il y a plein de choses à travailler, en amont. En attendant, l'idée, c'est de pouvoir proposer mes coachings, TSA que je pourrais continuer à proposer dans ce fameux lieu où je pourrais aussi proposer d'autres prestations, hein. Proposer aussi des interventions externes puisqu'aujourd'hui, je suis quand même entourée de plein de personnes, qui sont aussi sensibilisées au TSA et aux neuroatypies au sens plus large. L'idée, c'est d'aller, construire cet espace où les personnes pourront exister pleinement. Alors pour clore ce podcast, je vais te laisser nous dire comment on peut te contacter et où on peut te retrouver sur les réseaux. Alors dis-nous tout. Alors, je peux recevoir en présentiel sur Andrézieux-Boutéon. Je peux proposer également, de la visio. Alors sauf pour le reiki où là ça va être compliqué, j'ai besoin de la personne. Je propose toujours un petit entretien téléphonique ou présentiel d'1/2 heure pour échanger sur le besoin et proposer, quelque chose qui soit pertinent et individualisé, bien évidemment. On peut te retrouver sur les réseaux? On peut me retrouver sur les réseaux, donc sur Instagram versus-sens et j'ai une page également, Facebook, j'ai un LinkedIn, Un site j'ai un internet? site internet, Oui. effectivement. Alors je vous mets tout en description, hein, vous aurez tout, sur le podcast, pour retrouver Virginie versus Essence. Merci en tout cas Virginie d'être venue Merci Cindy pour ce super moment. et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à tous, excellente journée. Ciao, ciao!